7 jours dans la savane, c'est parti pour un nouveau numéro. Madame, Messieurs, bienvenue. Le verdict est tombé dans le procès d'Abo Boukari. 32 ans après, l'étudiant torturé à mort alors qu'il était en 7e année de médecine aura droit à une sépulture digne. Quelles leçons tirées de ce procès? Nous en parlerons avec Rachid Assad Zongo dans Décryptage. Et toujours dans Décryptage, vous aurez aussi l'analyse de Stéphane Sano sur la sortie médiatique de l'UNDD cette semaine. Le parti de Herman Yameogo appelle à une amnistie ou à une grâce présidentielle pour Blaise Compaoré et les prisonniers de la MACA. Le décryptage de l'actualité internationale portera sur la 77e Assemblée générale des Nations Unies avec notamment la déclaration du chef de l'État burkinabé. Nous parlerons aussi de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu en marge de cette Assemblée générale où il a été question de la durée de la transition en Guinée, mais aussi de l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Vous aurez donc sur ces questions l'analyse de notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adama Soro. Dans l'édito de la semaine, Soumaïla Rabo nous parlera de la campagne agricole et il appelle à mettre fin au circuit parallèle des engrais. Et pour terminer dans sa fin débat, nous parlerons de cette décision du Premier ministre sur la suppression des déjeuners servis lors des ateliers et autres activités délocalisées. Comment mieux mettre en œuvre cette décision ou l'esprit de cette décision pour la rendre plus efficace ou efficiente. Nous en parlerons avec deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Youssouf Ouattara, il est le directeur exécutif du CIFOEP, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget, et de Yacouba Kientega, trésorier général confédéral de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina Faso. Voilà pour le menu complet de ce numéro de 7 jours dans la savane. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Et nous débutons le décryptage de l'actualité nationale avec Rachid Assad Zongo qui est avec nous sur ce plateau. Rachid, bienvenue. Merci Kambou, bonjour et bonjour à vous qui nous suivez. Merci d'être là. Procès Boukari Dabo pour commencer. Tous les 3 accusés vivants ont été condamnés par la chambre criminelle de la cour d'appel de Ouagadougou. C'est après 3 jours d'audience. Résumé du verdict avec Germaine Farama. Gilbert Diendéré, Mamadou Bamba et Magloire Youkbaré ont tous été reconnus coupables de complicité d'arrestation et de séquestration dans la mort de l'étudiant Boukari Dabo survenue le 19 mai 1990. Gilbert Diendéré écope d'une peine de 20 ans de prison ferme avec une amende d'1 million de francs CFA. Mamadou Bamba est lui condamné à 10 ans ferme de prison plus 1 million d'amende. Magloire Youkbaré, actuellement en fuite, a lui été condamné à 30 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amende. Un mandat d'arrêt a d'ailleurs été prononcé à son encontre. Gilbert Diendéré a été cependant reconnu non coupable dans les faits de complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de recel de cadavres qui lui étaient reprochés. Pour les réparations, la famille de Boukari Dabo et l'IGEP ont demandé un franc symbolique. Une demande de réparation accordée par le tribunal à la famille du défunt, mais refusée à l'IGEB pour éléments non fondés. Les coupables au procès Boukari Dabo ont été sommés de verser 300 000 francs CFA à certaines victimes. Après délibération, les reconnus coupables ont 15 jours pour faire appel. Voilà, et l'on retrouve Rachid Assad Zongo pour le décryptage de cette actualité. Rachid, le verdict dans le procès d'Abou Boukari qui tombe 32 ans après, quelles leçons peut-on tirer? Merci Kambou. Je dirais que je dois m'allier un peu dans la même veine que la plupart des acteurs qui ont encadré ce dossier, qui ont encadré la famille Dabo. Et pour un commentaire, on va dire assez large, je dirais que voici un dossier que beaucoup ont pensé qu'il serait momifié, voilà, comme une sorte d'archive archéologique, et point barre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est là, pour parler justement de leçons, c'est là que l'on voit que les marches silencieuses
ces conférences et autres activités estudiantines ou de la société civile menées de génération en génération depuis pratiquement plus de 30 ans, les prières et la patience de la famille Dabo ont finalement payé. Voilà. Voilà un peu comment est-ce que l'on peut, dans un premier temps, voir. C'est aussi une façon de voir que, quelque part, la justice burkinabé, malgré les reproches, les étiquettes bien souvent péjoratives qu'on lui attribue, voilà, à tort comme à raison, finalement, et d'une certaine manière, existe bel et bien et pour tous. Voilà. À côté de cela, ce que l'on peut retenir, au-delà de certaines considérations, je pense que les faits véritablement ont été rétablis. Voilà. Et ça permet véritablement de mettre fin à certaines spéculations qui prétendaient par exemple que Boukari Dabo avait été en fuite, il avait disparu, voilà, pour ne citer que ces exemples-là. Maintenant, au début, je dis que je m'aligne un peu comme les acteurs qui font partie de l'entourage, on va dire, de ce dossier, mais également de la famille Dabo. Il faut que la justice achève son travail en faisant en sorte que le verdict soit appliqué, voilà, et fermement. Ce qui va permettre, bien entendu, à la famille et tous les acteurs qui sont mobilisés pour ce dossier, de faire dignement le deuil de Boukari Dabo. Je pense que c'est cardinal. La famille, d'ailleurs, qui demande un franc symbolique, un guise de dédommagement et une sépulture digne. Bien entendu, tout ça, ça fait partie du deuil. Et c'est pour justement la famille Dabo, c'est pour toutes ces personnes-là qui ont concouru à ce que aujourd'hui on arrive à ce verdict-là. Je pense que c'est important. Avant de finir, Kambou, j'oserais dire que le droit a été simplement dit pour un héros de la jeunesse burkinabé. Nous, lorsque nous avons entamé nos études à l'université, nous sommes tombés plein pied dans l'affaire Boukari Dabo, même si on n'a pas toujours manifesté par moment jusqu'à la fin de nos cursus. Voilà, nous sommes, on fait un peu partie de cette génération-là qui a goûté un peu de ce dossier-là, de la réalité. Et on en sait en tout cas quelque chose. Donc là-dessus, je dis tout simplement, le droit a été dit, comme je l'ai dit, point héros de la jeunesse burkinabé. Et leçon à apprendre donc pour cette jeunesse-là, qui doit s'inspirer de ce genre de modèle. C'est important. Leçon également à apprendre, on va dire, pour la justice burkinabé, parce que je pense que ce procès-là fait jurisprudence même pour la justice en elle-même, qui doit tirer leçon de ce procès. À côté de cela, je pense que ça doit aussi être, enfin, des leçons à apprendre pour ces familles-là. Je vais parler de ces familles qui, aujourd'hui, sont dans l'attente, aussi comme le cas de Dabo Boukari, de la résolution d'affaires dont elles ont été victimes. Je citerai par là le cas de la famille du journaliste Norbert Zongo. Je citerai aussi par là le cas de la famille du juge Salifou Nebié, pour ne citer que ces exemples-là. Ces familles qui gardent l'espoir que la lumière sera faite sur, on va dire, ces cas-là. Je pense que c'est également des leçons pour dire qu'il faut rester debout, il faut garder toujours espoir, car c'est permis. Un jour viendra probablement qu'on ait aussi des verdicts pour ces cas. Voilà, et on espère qu'on va y arriver. On espère qu'on va y arriver. En tout cas, la justice qui est désormais rendue pour Dabo Boukari. On va parler de l'autre procès de la semaine, le procès Ousmane Guiro. Alors, à peine ouvert, le jugement a été renvoyé à la prochaine session des assises criminelles. Quel est votre commentaire là-dessus? J'avoue que c'est un sujet qui nous a fait sourire, même au niveau de la rédaction et sur la toile également. Cela constitue aussi l'un des plats de résistance en termes de sujets d'actualité. Alors, pour se remémorer, l'affaire Ousmane Guiro, cette affaire qui concerne l'ancien directeur général de la douane, dont on a découvert des cantines contenant près de 2 milliards de francs CFA, avec aussi des objets de valeur. On parle, pour ce qui est de l'affaire, de corruption passive, de violation de la réglementation, d'enrichissement illicite et également de recel. On se remémore en disant que c'est un dossier qui
avait débuté pratiquement depuis 2012. Ça fait une foule d'années. Voilà. Et 2012, en 2016, l'affaire avait été renvoyée et passée justement en cassation pour ce qui est de 2015. Aujourd'hui, avec la réouverture du dossier, le parquet décide, comme vous l'avez dit, de se retirer en tant que partie poursuivante parce qu'elle estime que elle ne peut pas soutenir l'accusation à l'État en considérant qu'il y a certaines pièces majeures qui manquent, à savoir justement l'argent, les cantines. Et là-dessus, la réponse du parquet était qu'elle n'avait du moins pas une réponse à donner pour ce qui est du sujet. Le parquet, en fait, fait référence au fait que la presse en a parlé et qu'il a été appris que l'argent en question avait été introduit dans le circuit financier. Oui. Et donc, au trésor public. Au trésor public, tout à fait. Et donc, le parquet souhaitait des clarifications pour qu'on sache véritablement ce qu'il en est. Est-ce le cas ou pas? Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une affaire en tout cas, et on espère que ça va se dénouer véritablement. Et on n'oublie pas que c'est un sujet qui est considéré comme l'un des crimes économiques que notre pays ait vécu. Ouais. Et que, pour finir en tout cas, on va aboutir à quelque chose de tangible qui serait une leçon apprise pour tout le monde, à tout niveau que ce soit. On ne va pas jouer, comme je l'ai dit, les juges et les magistrats sur ce plateau. On attendra de voir ce que le droit va faire pour nous. Est-ce à dire qu'à la prochaine session des assises criminelles, on va envoyer près de 2 milliards au tribunal pour que ça serve, parce que c'est la pièce maîtresse du dossier? Ça, c'est une bonne question. On attendra de voir. Quoi qu'il en soit, c'est une pièce, comme il a été fait remarquer, qui est cardinale, qui est majeure. Et là-dessus, je pense que pour que la vérité, en tout cas, soit, il faudra mettre à contribution tout ce qui est élément tangible. Probablement même qu'on pourrait se retrouver dans une phase ou sinon un registre où les acteurs que nous avons vus pour ces assises-là ne sont pas les mêmes. On pourrait justement changer ça, voilà, les acteurs peut-être du tribunal. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Donc on attendra de voir. Merci donc à vous, Rachid Assad Zongo, pour les décryptages de ces actualités. On va poursuivre avec cette sortie médiatique de l'UNDD cette semaine. Amnistie pour l'ancien président Blaise Compaoré, c'est l'appel que lance le parti au cours d'une conférence de presse mercredi. Le parti de maître Herman Yameogo a aussi demandé liberté pour les prisonniers de la MACA, la maison d'arrêt et de correction des armées. Suivons avec Fatih Sankara. Maître Herman Yameogo plaide pour une grâce ou une amnistie en faveur de l'ancien président Blaise Compaoré. Le cas Compaoré doit être traité avec humanité afin de lui faciliter le retour définitif au bercail. Il est temps de le faire avant qu'il ne soit tard, soutient Maître Herman Yameogo. Qu'il y ait beaucoup plus d'humanité dans le traitement du dossier de Blaise Compaoré. Quand on voit comment cet homme se diminue, je trouve qu'on ne devrait pas politiquement l'exploiter. Je trouve que la chose qu'on devrait faire, c'est de le faire revenir au pays pour qu'il aille au village, qu'il retrouve les siens là-bas. Mais je ne voudrais pas que la chose dure et qu'il revienne ici dans un état beaucoup plus déplorable, ou alors qu'il ne revienne que les pieds devant. Je demande qu'il soit traité humainement. L'histoire saura gré au président d'Amiba de veiller à cela. Le président de l'UNDD, qui a pris à bras le corps l'affaire des prisonniers de la MACA, exige leur libération. Ces militaires ont leur place au front et non à la MACA. Des gens qui peuvent aller au front, des gens qui peuvent, dans cette période-là, aider à combattre l'ennemi, on ne s'en occupe pas, on les laisse comme cela. Vous prenez ceux qui sont à la MACA ou à la MACO, j'ai vécu avec eux quand j'étais à la MACA aussi, des gens très compétents, des gens qui ont reçu des formations, qui ont fait des missions à l'étranger, qui sont aguerris. C'est inimaginable. Moi, je trouve que je n'ai jamais vu une gestion d'État comme cela. C'est inimaginable parce que si on pensait même à la souffrance des gens, si on pensait même aux gens qui meurent et tout cela, de tels renforts, on les ferait vite venir pour aider les jeunes qui meurent au front. Non. On laisse ces gens-là moisir en prison sans apporter leur contribution à l'effort commun. Où est-ce qu'on a vu ça?
Dans des pays, certains pays du monde, on a vu des gens qui ont égorgé, qui ont tué, qui ont fait des crimes, commis des crimes innommables. Mais lorsqu'il y a un danger pour la nation, on les libère et on les met au service de la nation. Nous n'en sommes pas à ce stade-là. Il faut libérer ces gens qui sont à la Maka, à la Mako. Il faut les libérer. Il faut leur permettre d'apporter leur contribution, leur génie à la libération nationale. Ça ne sert à rien de les garder comme cela en prison. C'est trop. Ça fait des années qu'ils sont là-bas. Ils ont suffisamment purgé les peines qu'on était censé leur inculquer. Maintenant, c'est le pays qui est en peine. C'est le pays qui veut qu'on les libère. Ce face-à-face avec les hommes de médias a servi de cadre à M. Herman Yamego pour faire le point à mi-parcours de cette tournée de promotion de paix et de réconciliation nationale avec les chefs traditionnels. Des tournées effectuées déjà dans 6 régions. Et les commentaires sur cette sortie médiatique de Maître Herman Yamego, président de l'UNDD, c'est avec Stéphane Sanou qui est déjà avec nous sur ce plateau. Stéphane, bienvenue. Merci Baba Kambou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, vous venez de suivre ce reportage sur la conférence de presse de l'UNDD, Maître Herman Yamego qui demande d'être plus humaniste avec Blaise Compaoré en lui accordant amnistie aux grâces présidentielles. Quelle est votre analyse de ces déclarations? Tout à fait, Baba Kambou. Il faut dire que c'est un sujet qui revient généralement sur la table. Il s'agit de grâce présidentielle ou d'amnistie à l'endroit de Blaise Compaoré et aussi à l'endroit de plusieurs autres personnalités qui ont dirigé ce pays. Et en écoutant Herman Yamego, moi ça ne me surprend pas parce que depuis fort longtemps, Herman Yamego a été un fervent défenseur de Blaise Compaoré, que ce soit de façon ouverte ou de façon fermée ou cachée. Et on a toujours senti que Herman Yamego c'est quelqu'un qui ne s'est jamais opposé farouchement face à Blaise Compaoré. Et les années 1991, 1997, 2005 et même avec le Front républicain de 2012-2013 dont il était co-président, tout cela montre que Herman Yamego a toujours collaboré avec Blaise Compaoré et avec ce cas récent, on a vu qu'il a toujours été un porte-parole pour le retour de Blaise Compaoré, un porte-parole pour une grâce présidentielle au profit de Blaise Compaoré ou une amnistie au profit de Blaise Compaoré. Donc c'est cette observation que je voudrais faire, bien entendu, parce que ça ne me surprend pas de Herman Yamego. Je crois que il s'occupe certainement de cette aile ou de ce rôle pour cette transition que nous vivons depuis quelques mois. Donc ça ne me surprend pas et je sais que c'est ce qu'il fait pour le moment. Mais une autre observation que je pourrais dire, c'est que je sens que nous sommes en train d'aller justement vers une amnistie ou vers une grâce présidentielle parce que on essaie de faire sortir le caractère humaniste, c'est-à-dire on veut jouer sur le sentiment des Burkinabés et ça peut bien passer parce que c'est ce qu'il faut faire. La pilule est difficile à passer actuellement et il faut justement utiliser certains leviers justement pour pouvoir permettre à la pilule de passer pour que ça passe dans l'opinion nationale. Et quand on regarde aussi la tournée ou la ronde que Herman Yamego a effectué il y a de cela quelques semaines, quelques jours, je crois que ça va dans ce sens. On veut embarquer ou emporter les chefs traditionnels, les chefs coutumiers dans cette logique ou dans ce voyage d'amnistie ou de grâce présidentielle. Donc je crois que on va vers, comme je l'ai dit, et l'autre aspect qui peut coincer, c'est l'opinion nationale, c'est comment tâter ou bien comment mesurer ou bien comment faire de telle sorte pour que ça puisse passer dans l'opinion nationale. Donc c'est ce qu'on peut dire concernant ces tournées et concernant aussi la conférence bilan de ces tournées effectuées par Herman Yamego il y a de cela quelques jours lors de la conférence de presse. C'est vrai qu'il parle d'humanisme, il demande aux uns et aux autres d'être humanistes avec Blaise Compaoré. Est-ce que actuellement les Burkinabés dans leur majorité souhaitent voir Blaise Compaoré même en prison? Est-ce que ce n'est pas dans la façon de faire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord? Tout à fait, parce que la venue en juillet passé a montré en réalité que c'est la façon, c'est la manière de faire qui n'a pas plu aux gens. Sinon,
quand on regarde un peu, quand on suit un peu les commentaires des uns et des autres, on sent que on pourrait ramener Blaise Compaoré, mais pas l'amener en prison directement, mais dans une résidence où il aura toutes les commodités au regard de son statut d'ancien chef d'État, ou bien de son âge, ou encore de sa santé qui est dégradante. Quand on regarde actuellement, on sait que visiblement la santé est dégradante et beaucoup de choses le montrent. Donc je crois que c'est la manière, si on veut faire par la force, ou bien si on veut faire de façon, si on veut duper les gens, ou bien faire de façon subtile, ramener Blaise Compaoré de façon subtile, ça ne peut pas passer. Mais si c'est franc et clair et direct, les gens vont accepter. Mais si on sent... C'est sûr que si cela est mis par exemple en débat au forum national de la réconciliation qui est annoncé, c'est possible que ça passe. Ça passe bien sûr, ça passe bien sûr. Mais c'est le forcing qui n'est pas apprécié. Tout à fait. Ou bien même si l'intéressé trouve un moyen légitime ou légal pour se faire pardonner, parce que le pardon aussi qu'il a demandé, on a vu qu'il y avait plusieurs camps. Ça aussi, ça n'a pas fait totalement l'unanimité, alors qu'il faut qu'il y ait l'unanimité. Donc je crois que il y a plusieurs façons de faire pour que Blaise Compaoré revienne, et ça va passer facilement dans l'opinion nationale, où il aura une grâce présidentielle ou même une amnistie. Mais c'est un forcing ou un coup de force qui ne va pas passer, parce que il y a des gens aussi qui sont en état de veille pour empêcher justement ce genre de choses, parce que c'est contagieux. S'il y a une grâce présidentielle à l'endroit de Blaise Compaoré, c'est sûr que d'autres aussi auront une grâce présidentielle. On ne dit pas, dans le fond c'est pas mauvais, dans le fond c'est pas mauvais, mais c'est la forme. Par exemple, pour Diendéré, on sent que ça aussi c'est sur la table. Pour Gilbert Diendéré, c'est sur la table. On dit qu'il faut le libérer parce que le Sahel, le Nord a besoin de lui. Oui, on allait en venir. Maître Herman Yameogo, au cours de cette conférence de presse, a aussi demandé la libération des prisonniers de la MACA, qui serait selon lui utile dans la lutte antiterroriste. Oui, c'est plusieurs fois revenu. Il faut libérer Gilbert Diendéré, il faut libérer d'autres personnes pour pouvoir lutter contre le terrorisme. C'est bien qu'on parle de ça, mais est-ce que réellement aussi, de la manière que le terrorisme s'est métamorphosé durant ces 7 ans, est-ce que réellement Gilbert Diendéré a encore les voies et moyens pour pouvoir toucher qui de droit, ou bien pouvoir lutter réellement contre le terrorisme? C'est une problématique qu'on oublie souvent de poser, parce que tout le monde est au courant que notre le terrorisme s'est métamorphosé. Il y a beaucoup de choses maintenant qui nous ont échappé. On ne sait même pas réellement ce que les gens veulent, on ne sait même pas qui attaque, et ça fait poser d'énormes questions. Donc libérer Gilbert Diendéré. L'autre Bassolé qui est aussi, en tout cas on peut le dire ainsi, en griffe libre de ses mouvements. On sait aussi qu'il a beaucoup de contacts, mais bon, peut-être que on peut pas peut-être dire que il ne sert pas dans cette lutte contre le terrorisme, mais pour le moment, en tout cas, on voit que la situation n'a pas encore changé. Tout à fait, la situation n'a pas changé. Pourtant, lui aussi, on avait dit qu'il faut le libérer, ou bien il faut lui faire appel. Il faut le faire appel plutôt pour qu'il vienne contribuer, parce que c'était quelqu'un qui avait des contacts bien fournis au niveau des chefs terroristes, ou encore au niveau, à un certain niveau où il pouvait justement intervenir. Bon, mais il est là, bon, il est parti au Tchad combien de fois pour le forum au Tchad, mais on ne sent pas que la situation a évolué comme vous l'avez si bien dit. Au contraire, on sent même que ça va de mal en pire au regard de ce qui se passe actuellement. Moi, je crois que quand on parle de libération, il faut être assez prudent. Même si le président Paul-Henri Sandaogo Damiba voudrait bien sûr libérer ou bien accorder une grâce présidentielle à qui que ce soit, il faut être davantage prudent. Parce que ce soit consensuel. Il faut de la légitimité. Moi, je parle de légitimité parce que c'est important. On ne sait pas ce qui pourrait arriver à travers une grâce présidentielle. On ne sait pas ce qui pourrait arriver à travers une libération. Parce qu'il faut être prudent et il faut tâter bien le terrain pour savoir si c'est faisable actuellement. Parce que comme je l'ai dit, il y a des gens aussi qui sont en état de veille pour qu'il n'y ait pas d'impunité ou qu'il n'y ait pas d'injustice. Et il faut faire attention si on nous écoute vraiment. Merci à vous Stéphane Sanou pour votre lecture de cette actualité. Merci Bébé Kambou, merci à tous et à toutes.
Merci. Et pour poursuivre, nous parlons de cette autre actualité. Le Burkina Faso qui a livré son message vendredi dernier à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Paul-Henri Sandaogo Damiba a appelé à la solidarité internationale pour faire face aux défis de l'heure. Il a aussi déploré les rivalités entre certaines puissances et appelle au respect des différences qui devraient être un atout pour un monde meilleur. Écoutons ce passage du discours du président du Faso avant d'en parler tout de suite avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro. Alors que le monde se relève progressivement de la pandémie de la Covid-19, d'autres fléaux tels que le terrorisme, les conflits intra- et interétatiques, ainsi que les crises humanitaires et alimentaires qu'ils engendrent, continue de marquer douloureusement la vie du monde au quotidien. Ces fléaux viennent nous rappeler notre fragilité individuelle et collective, l'interdépendance des pays et des peuples et l'impérieuse nécessité d'une solidarité internationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous assistons hélas depuis un certain temps à une recrudescence du nationalisme et du repli de soi à certains endroits de la planète, à un recul de la liberté et de la démocratie à d'autres endroits, à la volonté de certains pays d'imposer leur vision du monde aux autres, au jeu des rivalités et de la confrontation entre puissances pour le contrôle politique, militaire ou économique de certaines parties du monde. Bref, des acteurs de la communauté internationale étalent aujourd'hui au grand jour leur vision d'un monde unipolaire, monocolore, conforme à leur idéologie et à leurs intérêts. Le Burkina Faso est profondément convaincu que la chance de survie de l'humanité réside dans l'acceptation et l'usage ingénieux de nos différences et de nos diversités. Et comme annoncé, notre spécialiste des questions internationales est avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, Amadé Adamasoro. Bonjour Kambo, bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, vous avez suivi ce discours du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, à la tribune des Nations Unies. Quelle est votre appréciation générale? Oui, je pense que c'est un discours réel politiquement correct. C'est-à-dire c'est un discours qui ne sort pas, pour ainsi dire, des chantiers battus. C'est un discours qui, en réalité, est conforme à ce qu'on appelle la donne géopolitique mondiale, et même s'il y a une partie qui est consacrée au Burkina Faso, mais ce ne sera pas le plus grand discours donc, de l'ONU. On ne veut pas faire de comparaisons puisque les époques ne sont pas pareilles, les défis ne sont pas pareils, l'orientation politique également n'est pas pareille. Vous savez que le président Damiba avait donc affirmé qu'il n'était pas révolutionnaire. Alors donc, pour ainsi dire, on ne devait pas aussi s'attendre à un discours révolutionnaire à la Thomas Sankara où il tensait en réalité les grandes puissances. C'est vrai qu'il est aussi revenu sur certains aspects, notamment la volonté de certains pays d'imposer leur dictat, leur vision du monde sur les autres. Mais je pense que beaucoup de personnes aussi le disent. Quand il parle des rivalités entre grandes puissances, dans le contexte actuel des relations internationales, à quoi il fait précisément allusion, par exemple? Bon, je voudrais qu'on soit un peu réaliste. Il n'y a pas eu une époque dans l'histoire du monde où il n'y a pas eu ces rivalités. Vous avez chaque fois peut-être un pays super puissant et qui veut en tout cas imposer son hégémonie sur les autres. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est maintenant que l'affaire prend une très grande ampleur? C'est parce que la communication est accessible aujourd'hui à la majorité de la population du monde, contrairement à il y a 20, 30, 40 ans. Donc, depuis toujours,
depuis que l'homme s'est trouvé sur la terre, il a toujours développé des velléités je vais dire, donc des dominations sur les autres. Maintenant, vous prenez la première, la deuxième guerre mondiale, la guerre froide, etc. Il y a toujours eu effectivement cette confrontation, donc entre les grandes puissances. Aujourd'hui, ça s'est exacerbé parce que avec la pression démographique, avec la rarification des ressources naturelles, avec également l'émergence de certains pays qui étaient relégués au second plan, et avec également l'éveil des consciences, ça veut dire que les grandes puissances ont de plus en plus de marge de manœuvre assez réduite. Donc ce qui explique effectivement que ces grandes puissances-là également développent des initiatives pour continuer à imposer leurs dictats, à imposer leur vision du monde sur les autres. Ce qui passe difficilement maintenant, parce qu'il y a une nouvelle donne qui s'est ajoutée, à savoir celle liée à la communication. Et ce qui amène Paul-Henri Sandaogo Damiba à parler d'une volonté de certains d'imposer un monde monocolore, uni, polaire, alors que pour lui, la diversité devait être considérée comme une richesse. Alors, il parle aussi d'un recul de la démocratie dans certains endroits de l'univers du monde. Est-ce que une personne qui arrive au pouvoir par coup d'État peut déplorer un recul de la démocratie? Mais je pense que lui, il reconnaît qu'il n'y aurait pas eu cette interruption de l'ordre constitutionnel s'il n'y avait pas eu cette situation, entre guillemets, qu'il a décrite chaotique. Ça, c'est son appréciation. Effectivement, lorsqu'on est arrivé au pouvoir par les armes, on peut effectivement faire l'économie de cette déclaration, puisque on n'est pas peut-être le mieux placé pour parler de cela. Mais qu'à cela ne tienne, si, comme il a dit par la suite, cela est rendu nécessaire par une question donc de survie nationale. Vous savez que quand on mène un acte, quand on pose une action, on a toujours des justificatifs pour cet acte-là. Donc, c'est vrai que relativement aussi au début, alors les Burkinabés avaient applaudi à ce coup d'État parce qu'on estimait que c'était la voie qui allait tout cas mettre ici et maintenant fin aux attaques terroristes. Mais on s'est rendu compte que la réalité est tout autre. Alors donc, c'est vrai que le président continue donc d'affirmer qu'il y a un capital donc de sympathie autour dans le pays, ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas également toute la réalité, puisqu'il y a des voix effectivement qui s'élèvent de plus en plus pour effectivement dénoncer ce manque de résultats tangibles, notamment les retours massifs des déplacés internes, la reconquête des territoires perdus. Donc tout ça, ce sont des attentes légitimes effectivement et qui sont formulées par les populations. Même si dans l'ensemble, on estime que on ne peut pas vaincre l'île terroriste dans un temps relativement court, parce que le mal a pris son temps pour s'enraciner, pour s'implanter, et donc dans plusieurs pans de notre territoire. C'est la raison pour laquelle je pense le président Damiba a été bien inspiré en demandant le soutien de la communauté internationale. Parce que sans ce soutien-là, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il serait très difficile donc de trouver une solution à cela. Encore que ce soutien doit être franc et sincère. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Et donc, il y a un problème. Merci Amadé Adama Soro. Et après le discours du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, on va s'intéresser à ce discours historique du Premier ministre malien par intérim, Abdoulaye Maïga. En tout cas, il a abordé un certain nombre de sujets d'actualité. Écoutons quelques passages avant d'en parler tout de suite sur ce plateau. Permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni de déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement
à la note verbale de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qui nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Alors, Amadea Damasoro, c'est un discours qui ne passe pas, en tout cas, inaperçu, que ce soit sur la toile, les commentaires, dans les grains, dans nos villes. Quelle analyse faites-vous de ce discours aussi poignant du Premier ministre malien? Oui, absolument. Et Kambo, cela nous rappelle le discours prononcé par le capitaine Thomas Sankara le 4 octobre 1984 sur la même tribune à l'ONU. Et puisque vous savez que les discours politiques sont le plus souvent la traduction de l'orientation politique. Alors, si vous avez une orientation politique conciliante avec le reste du monde, cela va se traduire, va se sentir également dans votre discours. Or, nous savons qu'actuellement, entre le Mali et ce que nous appelons la communauté internationale, c'est-à-dire les pays de l'Occident, notamment la France, le courant ne passe pas.
pour ainsi dire. Alors donc c'est là, forcément, on s'attendait à ce que cela ressorte un peu dans le discours. Et nous avons été bien servis dans la mesure où les différentes thématiques qui ont été abordées par le Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, font état, donc, je dirais, pas d'un agacement, mais d'une situation difficile à comprendre pour le Mali. Lorsque un pays est membre de l'ONU, est membre de l'Union africaine, est membre de la CEDEAO, a des difficultés existentielles et que sur le terrain, alors il ne sent pas une véritable solidarité. Au contraire, les actions qui ont été entreprises dernièrement, notamment les sanctions, il est revenu longuement sur les sanctions, oui. Alors tendent à dire que finalement la vie des Maliens ne porte pas peu. Or, c'est la question principielle, notamment la démocratie, qui importe. Or, en règle générale, c'est la dignité humaine, c'est la vie humaine qui doit primer, qui doit donc primer sur les autres considérations. Si on regarde également la façon donc, dont le Premier ministre a prononcé son discours, on se rend compte que c'est une prise en main du destin. C'est-à-dire c'est un choix assumé par les autorités maliennes. Et vous savez que lorsque vous engagez donc, dans une voie donnée, vous vous donnez les moyens pour effectivement l'assumer. Et c'est dans ça que nous voyons les références qui sont faites, n'est-ce pas, à la relation étroite avec la Russie, oui. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, sans cette aide, sans ce soutien russe, il était quand même difficile pour le Mali de tenir, et parce qu'il y a quand même beaucoup d'adversité, même au niveau communautaire. Donc c'est un discours qui est historique, comme vous l'avez dit, et qui traduit l'état d'esprit actuel, n'est-ce pas, du peuple malien. Alors, on va s'intéresser à présent à certains aspects de son discours. En tout cas, il parle de certains chefs d'État, peut-être de la sous-région. Il dit par exemple ne pas répondre à Bazoum. Bon, pour peut-être traduire l'idée, parce qu'il n'est pas nigérien. Bon, ça c'est son commentaire personnel. Et bien sûr, ce qu'on constate seulement sur le terrain, c'est qu'effectivement, Mohamed Bazoum est issu d'une ethnie ultra minoritaire, n'est-ce pas, au Niger. Il serait donc issu du sud donc, de la Libye. Donc ce sont des Arabes en réalité, donc ils sont au Niger. Mais je pense que quand on est dans un système démocratique, bon, on ne doit pas trop faire référence au côté ethnique. Mais bon, vous savez que quand vous êtes aussi... Est-ce qu'il ne parle pas de l'esprit de Bazoum, qui serait peut-être en déphasage avec... voilà, l'esprit du peuple nigérien. Oui, c'est possible, parce que effectivement, oui. Nous savons qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent au Niger, oui. Pour demander la fin de la coopération avec la France, etc. Mais quand on est à un niveau de responsabilité, bon, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre comme ça. Il faut aussi essayer d'arrondir les angles. Donc ici, peut-être c'est une manière donc de ne pas répondre au président nigérien et de dire que le Mali et le Niger ont toujours eu des relations historiques bien établies et que cette parenthèse entre guillemets Bazoum ne doit pas effectivement faire oublier ces relations séculaires qui ont lieu entre les deux pays. Oui. Donc, il n'a pas épargné le président ivoirien Alassane Ouattara. Quand il parle du troisième mandat, il compare le troisième mandat au fait pour une personne de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Bon, oui, effectivement, c'est fort, une figure de style également, oui. Qui lui est propre. Bon, je ne dirais pas la même chose, mais c'est tout ça, comme je l'ai dit, ça traduit l'état d'esprit dans lequel se trouvent les relations entre les deux pays, et également l'agacement, sincèrement, non seulement du peuple malien, mais aussi du gouvernement malien, parce que, comme il a dit lui-même, après 10 ans d'insécurité, si encore des sanctions ont été adoptées contre ce pays, c'est à ne rien comprendre. Donc je pense que dans ce cas-là, c'est comme je l'ai dit, c'est un discours qui traduit l'actuel état d'esprit du peuple du gouvernement malien, oui. Qui a décidé donc de ne plus se laisser faire. Et vous avez naturellement vu que il y a des passages, des paragraphes entiers qui ont été consacrés pour tacler, n'est-ce pas, la France, oui. Notamment sur les incursions, sur ce qu'ils ont appelé le viol donc de l'espace aérien malien. Tout ça qualifie Florence Parly de chef de la junte. Une junte parce qu'ils considèrent la France Balkane comme une junte, etc. Que ce sont des mots
Vous savez qu'en matière d'éléments de langage, alors, chacun est libre et ces éléments de langage sont le plus souvent le reflet donc, de la position et de l'orientation politique de chaque État. Il y a même d'autres pays, d'autres chefs d'État qui se sont succédés à la tête, donc, enfin, au niveau de la tribune, où chacun effectivement a pris la parole pour parler des problèmes internes et ils se sont également prononcés sur la marche du monde. C'est vrai que tous ces États, toutes ces nations militent pour le multilatéralisme, mais dans les faits, on se rend compte que c'est un certain nombre de pays seulement qui, soi-disant grande puissance, essaient donc de dicter en fait leur vision au reste du monde, ce qui ne passe pas dans certains et selon certains dirigeants aussi et qui ne veulent pas se laisser faire. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'a pas été épargné. Absolument. Et parce que, vous savez, il y a eu cette affaire de... vous voulez parler des 46 militaires ivoiriens. Alors, il y a eu un entretien que le secrétaire général Guterres a dans cet entretien accordé à un média où il demande à ce que ces militaires soient libérés. Mais en réalité, comme il a dit, dans une relation entre États, alors ce ne sont pas des paroles en l'air. Ça doit être documenté. Or, dans un document précédent, les Nations Unies avaient dit ne pas avoir connaissance. La MINUSMA notamment. La MINUSMA absolument, qui relève des Nations Unies bien sûr, avait donc dit qu'elle n'avait pas connaissance effectivement du déploiement de ces militaires ivoiriens. Donc comme je l'ai dit, c'est peut-être des manquements, c'est des laxismes, des dysfonctionnements administratifs qui ont conduit à cela. Et comme on est sur le terrain politique, chacun essaie donc de trouver une occasion pour régler ses comptes avec l'autre. Merci à vous. Merci à vous, Amadé Adamasoro, pour vos analyses donc, de ces deux discours. Le discours du président Paul-Henri Sandaogo Damiba d'une part et le discours du premier ministre malien par intérim, Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies. C'est tout donc pour cette partie décryptage de cette semaine. Place à l'édito tout de suite et maintenant. Et le directeur de l'information des Savane Média est bien installé pour l'édito de cette semaine. Bonjour à vous, Soumaïla Ravo, et bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'édito de la semaine porte sur la campagne agricole et vous demandez de mettre fin au circuit parallèle de l'engrais. Oui, vous savez qu'il y a des engrais qui passent par des circuits parallèles et qui aboutissent dans des champs. Et dont le résultat est la totale spoliation de nos paysans. En particulier à Manga, tout autour, dans les communes tout autour du chef-lieu de la région du centre-sud, nous en avons eu des preuves avec des éléments à l'appui, avec des témoignages. C'est un circuit auquel il faut mettre rapidement fin. Ça ne veut pas dire que le secteur privé ne doit pas continuer à vendre de l'engrais aux paysans qui en ont besoin. Mais ça veut dire qu'en plus de l'engrais subventionné de l'État, qui doit être l'engrais de meilleure qualité, on peut avoir de l'engrais disponible sur le marché, mais contrôlé par les services de l'État. Autrement, nous allons sortir de la campagne agricole avec les plus piètres résultats de notre histoire agricole. Je dis cela parce que le témoignage que nous avons eu récemment est édifiant. Des techniciens d'agriculture, des agents d'agriculture, des cadres de l'agriculture qui sont commis à la tâche d'accompagnement de notre monde paysan pour que nous ayons le maximum de rendement possible au sortir de cette campagne agricole. Là, se permettre, dans certaines zones, je ne sais pas si c'est partout, mais en tout cas dans certaines zones, nous avons les preuves, d'avoir un double magasin. Un magasin avec de l'engrais de bonne qualité, subventionné par l'État, et puis un autre magasin avec de l'engrais de mauvaise qualité, fait de terre, d'un peu tout ce que vous voulez, carton de sucre, paquet de sucre, papier, piles, dans les sacs, qu'on revend aux paysans. Et figurez-vous que le bon engrais, il est vendu aux paysans qui viennent acheter directement à la porte du magasin. Ceux qui vont payer au trésor public et qui reviennent avec leur bon d'achat sont servis en mauvais engrais.
Ça veut dire que c'est de la totale inconscience morale et professionnelle. Parce que si ces paysans-là sortent perdants de la campagne agricole, qu'est-ce qu'on comptabilise comme bilan national de la campagne agricole et qu'est-ce qu'on fait des mois qui vont suivre avant la prochaine campagne agricole? C'est-à-dire l'État sera toujours en train de faire des dons en céréales, des subventions en céréales, et ceux qui travaillent vont toujours être là, aider leurs parents qui n'ont rien récolté par la faute de quelques personnes qui ont développé cette inconscience professionnelle et morale là dans notre société. Je crois que c'est inadmissible venant de fonctionnaires qui ont eu un minimum de formation civique et patriotique. Il faut sévir le plus rapidement possible pour que ce circuit parallèle d'engrais là soit arrêté. Imaginez-vous, depuis combien d'années nous parlons du rétrécissement des espaces cultivables du Burkina à cause de l'insécurité. Depuis pratiquement 2016, 2017, 2018, nous en parlons. Et plus d'une fois, nous avons proposé que les déplacés internes soient recensés et soient placés à des endroits où ils peuvent cultiver à travers des méthodes agricoles et un accompagnement en technique agricole pour accélérer et améliorer les rendements, pour que nous ne sortions pas avec des bilans de campagne agricole de moins en moins bons, et pour que nous ne mettions pas en péril des millions et des millions de Burkinabés de la campagne qui vivent de leur agriculture familiale. Ça, ce n'est pas fait. Ce n'est pas bien grave, parce que c'est le gouvernement qui n'a pas décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais autoriser que des gens, en plus de ce que l'État n'accompagne pas les paysans, que des gens les spolient, c'est la pire des situations que le Burkina peut vivre en ce moment. Dans ce contexte d'insécurité-là. C'est pourquoi si l'autorité ne sévit pas, on va conclure qu'elle est complice de la misère de nos populations et de la misère dans laquelle le Burkina Faso s'enfonce. C'est pourquoi, si l'autorité n'agit pas, on va conclure qu'elle est complice de la misère de nos populations. Merci à vous, Soumaïla Rago, pour l'édito de cette semaine. Et après l'édito, nous faisons place tout de suite à Ça fait débat. Deux invités dans Ça fait débat aujourd'hui. Youssouf Ouattara, directeur exécutif du CIFOWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Également avec nous, Yacouba Kientega, il est le trésorier général confédéral de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina. Bonjour et bienvenue à vous également. Merci et bonjour à vous également. Et avec vous, nous parlons de cette décision du Premier ministre de supprimer les déjeuners servis lors des activités autres ateliers délocalisés. Selon une circulaire du Premier ministre, ces déjeuners servis à des particuliers qui bénéficient déjà d'une indemnité d'émission constituent une double dépense et l'opinion est divisée sur la question. Si pour certains, cette décision est à saluer, pour d'autres, la suppression des déjeuners lors des activités délocalisées peut jouer sur l'assiduité des participants ou sur les résultats à produire. Avant de vous donner la parole, voilà ce que pensent certains Ouagalais dans ce micro-trottoir réalisé pour nous par Daouda Yameogo. La décision du Premier ministre, en tout cas, elle n'est pas une bonne chose. Elle n'est pas une bonne chose parce que je pense que le pays a encore besoin d'autres choses plus importantes que ça. On a plus de priorités qui est là. Il y a la situation sécuritaire. Il y a des gens qui sont là qui meurent. Il y a des gens qui sont là qui sont affamés. Des familles qui sont carrément dans le désarroi. Et je pense que décider de ne plus faire des pauses café dans des ministères ou dans des coins comme ça, donc pour moi, ce n'est pas bien. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Parce que l'argent qu'ils prenaient pour investir à ce côté, ça peut aider d'autres services, quoi. Dans le domaine de la santé. Vous savez qu'à l'heure là, il y a le palu partout.
Voilà. Et puis les gens n'ont même pas de moyens pour se soigner. Alors que cet argent, ce n'est pas une petite somme, souvent il prend pour faire ces genre de choses-là, de repas là. Voilà, donc je pense que c'est vraiment une bonne idée, selon moi. Puisqu'il y a des gens qui viennent de province et autres, qui ne connaissent pas la ville et tout. Maintenant, cet argent-là même là, en refusant de les donner à manger là, ils vont prendre ça à faire quoi? C'est ça que je me demande quoi en fait. Si c'est pour utiliser ça bon, dans les conditions là où ça va arranger toute la population, je trouve ça bon, mais c'est pas évident même. C'est même pas évident. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Si c'est à manger là seulement, ils doivent les donner à manger. Puis ce n'est pas tous les gens qui viennent faire la formation là qui viennent de Ouagadougou. D'autres vont quitter des Bobo, Koudougou et autres pour se rencontrer. Donc en ce moment, il faut les donner à manger. Si tu dois venir faire la formation aux gens ici et puis tu es sorti, tu ne connais pas la ville, tu vas aller te retrouver de l'autre côté là-bas. Et puis tu vas venir en retard. Bon, il y a tout ça là-dedans quoi. Voilà. Avant de faire les formations là, il faut tout organiser pour mettre en œuvre seulement, c'est tout. Comme c'est une décision ministérielle, et puis encore ça contient en même temps avec les problèmes du pays. Bon, la manière que nous vivons aujourd'hui avec les situations, selon moi, je peux dire que peut-être j'ai trouvé que financièrement, il peut au moins prendre l'argent de pause café qu'on soit là, mettre dans les lieux où on peut aider le pays à mieux avancer. Voilà ce que pensent ces Ouagalais de cette décision de suppression des déjeuners servis lors des activités délocalisées. En tout cas, c'est ce qu'on comprend à travers la circulaire donc publiée par le Premier ministre. Je commence par vous, Youssouf Ouattara. Vous venez d'écouter ces Ouagalais, mais dans sa circulaire, le Premier ministre estime que c'est dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Quelle analyse faites-vous de cette justification de la mesure? Non, déjà, nous, au niveau du CIFOM, nous avons salué la mesure. Je pense que c'est une très bonne mesure. Maintenant, la justification qui tente à présenter la mesure comme étant une mesure de réduction du train de vie de l'État, ce n'est pas tout à fait évident. Moi, je pense que c'est d'abord une mesure de conformité avec les principes de gestion des finances publiques. Parce qu'ici, véritablement, nous étions dans une situation de double emploi. Ça veut dire que la même dépense, elle est financée, elle est supportée doublement par le contribuable. Et ça, c'est une irrégularité en matière de gestion des finances publiques. Donc, c'est d'abord une régularité, une correction d'une situation qui était un écart par rapport à la norme. Le Premier ministre l'a dit également. Voilà. Maintenant, les gains que ça va permettre d'engranger, je ne pense pas que ça va être extraordinaire. Mais déjà, le geste de conformité avec les règles de gestion, ça, c'est une bonne chose. Et peut-être c'est l'effet domino que ça peut entraîner. Si ça peut ouvrir la voie donc à tous les abus, à ce qu'on observe tous les abus et on travaille à les corriger, je pense que là, ce sera une bonne chose. Et en ce moment, on aura un effet multiplicateur qui peut induire un impact significatif en termes d'économie et sur les finances publiques. Yacouba Kientega, c'est une mesure qui concerne en tout cas en partie directement les travailleurs, parce que quand on parle d'activités délocalisées, organisées par les institutions publiques, ça concerne les agents publics. Le Premier ministre estime qu'il faut supprimer cette double dépense pour réduire les trains de vie de l'État. Qu'en pensez-vous? Merci déjà pour l'invitation surtout. Et sur la question, je pense que faire ce rapport avec la question de réduction des trains de vie de l'État nous amène à nous poser des questions. Si effectivement il s'agissait de faire une conformité entre les décrets et la pratique actuelle, on peut dire que oui, on est en train de régulariser. Mais même là, ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Parce que le décret, il date de 2012. Nous sommes en 2022. Ça veut dire il y a 10 ans. Si pendant 10 ans, il y a un décret qui n'arrive pas à être appliqué, c'est que quelque part, il y a un problème. Le décret est là, le texte est là, mais la réalité peut être autre chose. Donc c'est peut-être ça qui a fait que les gens ont vu le décret, mais ont continué à garder cette pratique-là. Maintenant qu'on nous parle de la réduction des trains de vie de l'État, je pense que je vais essayer de suivre le troisième intervenant au niveau du micro-trottoir qui a dit l'argent qu'ils vont prendre là, ça va aller où? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les citoyens ont un regard sur la question de bonne gouvernance. Même si c'est 5 francs qui vont être économisés,
est-ce que ces 5 francs vont permettre de faire quelque chose? Il y a un qui a parlé de la question de santé ou autre. Mais est-ce que visiblement, l'argent qui va être pris ici, là, ça va aller là-bas? Donc ça, c'est vraiment un aspect important pour nous. Et pour nous, s'il fallait réduire le train de vie de l'État, ce n'est pas sur des dépenses, je dirais, vraiment très insignifiantes comme celle-ci qu'il faut toucher. On ne peut pas vouloir dire qu'on réduit le train de vie de l'État. Et au même moment, ceux qui touchent plus gros sont en train d'augmenter, multiplier ou doubler les revenus. Tout le gouvernement a augmenté son salaire, au minimum du simple double. Le président, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Au niveau de la LT, les gens se sont donné des bonus. Ils ont des salaires, ils ont des émoluments. Donc, après ça, nous dire qu'on veut réduire le train de vie de l'État et ces dépenses mineures dont on ne dit pas quel est l'impact. Je pense que celui du CFOE a été clair. Ce n'est pas significatif. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'en réduisant ça, on va avoir tel nombre de milliards qui peut vraiment contribuer aujourd'hui, comme l'autre l'a dit dans le contexte des palus, de faire quelque chose. Donc, visiblement, l'argument, il ne tient pas. Et pour nous, c'est une mesure populiste. Parce qu'aujourd'hui, on est content que le gouvernement puisse recourir à des actions de l'ASE pour vouloir en tout cas engager de bonnes actions. Mais on voudrait bien que sur la même base, on parte sur le travail qui a été fait et par l'ASE, et par la Cour des comptes, et par l'IGF, et par le RENLAC, pour poursuivre toutes les malversations qui existent dans ce pays-là, qui peuvent rapporter des gros sous, des milliards, beaucoup de milliards, et qui vont vraiment permettre de ne pas discuter de ces petites questions pour nous, qui visiblement n'auront pas un impact positif. Voilà. Si on doit rentrer dans les détails après, je pense qu'on verra que... Une mesure populiste selon vous, parce que en même temps, on ne peut pas vouloir supprimer ces pauses déjeuner et puis bonifier les salaires de certains. Youssou Ouattara, est-ce que c'est un débat qui peut se poser et qui peut être mis donc en rapport avec cette suppression des pauses déjeuner? Non, un gouvernement, quand il gère, il y a bien sûr l'efficacité qui est recherchée, mais aussi il y a toute la communication politique qui est autour de l'action. C'est pour ça que on avait estimé ici qu'il n'y avait pas de cohérence entre l'augmentation des salaires des ministres et le discours et le message qui était transmis à la population. Par exemple, ce acte-là, c'est un bon message qui indique qu'on veut réduire effectivement le train de vie de l'État. Mais si on a une incohérence, dans certains cas, c'est d'autres messages, et dans d'autres cas, le message est différent. Là, il manque un peu de cohérence. Mais toujours est-il que c'est déjà une bonne mesure. C'est déjà une bonne mesure. Maintenant, on va discuter de l'aspect pratique de l'application de la mesure. Mais veillez, même si c'est pour 5 francs, même si c'est pour 1 franc, qu'on soit conforme avec les règles, je pense qu'il faut le faire, parce que c'est par ces petits pas qu'effectivement on va arriver à construire cette gouvernance vertueuse également. Voilà. Donc c'est une vieille pratique qui n'était pas conforme aux règles. Ça veut dire que les agents, par exemple, qui quittent Ouagadougou pour aller à Koudougou pour un atelier délocalisé, par exemple, perçoivent des indemnités de mission selon les décrets de 2012 cités dans la circulaire du Premier ministre. Mais ces déjeuners qui sont servis, d'où viennent ces frais qui arrivent donc à payer ces déjeuners, si ce n'est pas prévu par le budget de l'État, par exemple? Ouais, il faut le budget des institutions. Oui, il faut rappeler, voilà, comme mon collègue l'a dit, c'est un décret de 2012. Je pense que c'est le décret de 2012-735 qui régit les frais de mission sur le territoire national. Et le décret donne les taux pour un certain nombre de catégories. Je crois qu'il y a 4 catégories. Il y a une première catégorie qui est les présidents d'institutions. La deuxième catégorie, c'est les personnalités nommées en conseil des ministres. La troisième catégorie, c'est les cadres A, B et C. Et la quatrième, c'est les cadres D, E, E. Donc voilà comment la mesure le texte est encadré. Maintenant, c'est lorsque les acteurs veulent organiser l'activité, il y a un budget qui est élaboré pour accompagner l'activité, qui comprend les frais de transport, qui comprend également les frais de restauration et tous les autres aspects, par exemple les fournitures, qui doivent permettre à l'activité de se tenir. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là, finalement, les gestionnaires intègrent la dimension restauration. Et comme vous l'avez dit, il y a visiblement double emploi. Parce que alors que la restauration est prévue déjà dans les indemnités perçues. Elle est prévue. Par exemple, les personnes prises en charge. Voilà, par exemple, ceux qui sont nommés en conseil des ministres, leurs frais d'émission, c'est 30 000 francs, 20 000 francs pour l'hébergement et 10 000 francs pour la restauration de manière globale. Donc, c'est vrai que le texte ne spécifie pas, le texte dit la restauration. Est-ce que le déjeuner qui est servi à midi est inclus dedans ou pas? Le texte n'est pas spécifique là-dessus. Et si on considère que c'est l'ensemble de la restauration, donc il y a double emploi
et c'est une mesure de correction qu'il faut saluer. Voilà. Une mesure de correction qu'il faut saluer. Il parle de 10 000 francs pour la restauration et 20 000 francs pour l'hébergement. Pour les cadres A. Alors, si aujourd'hui on décide de supprimer les déjeuners qui étaient servis, est-ce que désormais les travailleurs pourront s'en sortir? Si c'est dans ces 10 000 francs par exemple qu'ils vont prélever et pour les petits déjeuners, et pour les déjeuners, et pour les dîners. Je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile, pourquoi? Parce que ce qu'il a donné, les 30 000, effectivement, c'est pour ceux qui sont au sommet. Et pour les cadres, ce n'est pas évident que ce soit comme ça. Je sais que pour les cadres A, il y a 18 000 francs pour, 18 000 francs pour l'hébergement et 9 000 francs pour la restauration. Et lorsque vous prenez ça, la réalité aujourd'hui, c'est que, comme quelqu'un l'a dit, dès lors qu'on dit déjà qu'il n'y a pas de pause, ça veut dire que les gens vont arrêter le travail et puis aller prendre le café à 10 h. À midi, ils vont arrêter le travail et puis aller chercher à manger. Et la nuit, déjà, ça, ce n'est pas pris en compte. Malgré qu'il y a les pauses déjeuner café, la nuit, les gens se ressortent dans les frais de mission. Donc ça, c'est la réalité actuellement. Ça ne veut pas dire que les pauses déjeuner remplacent tout ce qui est restauration. Maintenant, si on dit qu'il n'y a pas ça, soit, comme je l'ai dit, les gens vont quitter les lieux d'atelier pour aller manger à 2 reprises avant de revenir, ce qui va jouer inéluctablement sur le travail. Donc si on avait une mission de 3 jours, disons-nous que ça va dépasser les 3 jours, parce que forcément, il y aura des flottements dans ça. Si aussi on dit que c'est sur place qu'ils vont pouvoir se restaurer, ou on les oblige à se restaurer, j'imagine, vous envoyez des gens dans un hôtel comme Excellence Hôtel, c'est même pas sûr que quand ils travaillent là-bas, les gens dorment là-bas, parce que les 18 000 francs là, tu ne peux pas avoir une chambre à Excellence Hôtel. Donc la plupart du temps, les gens sont à Excellence Hôtel pour l'atelier, mais ils vont se rabattre, je parle de la ville de Koutgou par exemple, ils vont se rabattre sur d'autres hôtels dans la ville et ils seront obligés, s'ils n'ont pas un moyen de transport, de payer le transport pour venir le matin et le soir pour repartir. Or ça, ce n'est pas prévu dans les frais d'émission. Donc ça déjà, il va l'utiliser alors que dans les frais d'émission, il n'y a pas ça dedans. S'il doit faire ça, les plats Excellence Hôtel, je suis sûr qu'ils ne pourront pas, avec les 9 000 francs, prendre un petit déjeuner, un déjeuner à midi et la nuit pouvoir faire truc. Voilà pourquoi nous disons, si ça n'a pas changé depuis lors, certainement que le test a été pris, mais après on s'est rendu compte que la réalité sur le terrain nous a rattrapés. La dépense, ce qui est prévu comme frais d'émission en réalité, si on doit pouvoir enlever cette partie qui concerne les pauses café, les pauses déjeuner, ça ne va pas suffire. Et comme on a un souci de rentabilité et d'efficacité, on préfère garder ça comme ça, qu'on puisse trouver les moyens pour servir une pause café, une pause déjeuner. Les gens vont pouvoir dormir, travailler sur place. Et je rappelle qu'il y a beaucoup d'ateliers où la nuit les gens travaillent. Ça veut dire que vous commencez, vous êtes sûr que si vous ne travaillez pas la nuit, les 4-5 jours qui vous ont été donnés, vous n'allez pas pouvoir tenir. Mais ça, c'est parce que vous dormez presque sur place dans le même endroit et la nuit, vous pouvez avoir à manger sur place. Mais si ce n'est pas comme ça, les gens vont s'éparpiller. Et pour un travail de 4-5 jours, si on part ajouter 3 jours, dites-vous que ce qui a été supprimé au niveau de la pause déjeuner, vous allez payer plus en termes de frais d'émission. Et c'est sûr que, comme l'ont dit déjà certains intervenants dans le micro-trottoir, ça peut jouer sur l'assiduité. Yacouba Kientega vient aussi de le reprendre. Si les participants à un atelier sont obligés d'aller manger très loin du lieu d'atelier, c'est sûr que cela peut aussi jouer sur le temps, la durée. Par exemple, si l'atelier était prévu pour 2 jours, on risque finalement de se retrouver à 3-4 jours, ce qui va augmenter aussi les frais, les indemnités à servir aux participants. Est-ce que finalement cette mesure est efficace? Non, en fait, il faut dire que la mesure n'a pas été suffisamment réfléchie. Ça veut dire qu'ils ont eu une approche parcellaire de la question, mais il aurait fallu étudier la question de manière holistique. Même la mesure qu'on veut prendre, si on l'en prend, quelles sont les conséquences que ça va avoir sur l'activité? Parce que telle que la mesure a été prise, moi je suis sûr que ça va être difficile de l'appliquer et obtenir le rendement des agents sur le terrain. Pour certaines missions, ça ne pose pas de problème. Par exemple, si vous avez les missions de contrôle, les missions d'audit, d'inspection, là, ça ne demande pas que les gens se retrouvent et travaillent dans un endroit où ça demande la restauration. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour les équipes qui doivent travailler sur des dossiers de manière assidue, véritablement, le rendement va prendre un coup. Ça veut dire que donc, la mesure n'a pas été suffisamment réfléchie pour moi, elle n'est pas complète et elle sera difficile d'application en réalité. Et ce qui fait dire aussi que peut-être que c'est juste du populisme, parce que si véritablement on veut résoudre un problème, on l'étudie dans toutes les dimensions. Donc, si aujourd'hui les agents sont obligés de quitter pour aller se restaurer ailleurs, donc c'est du temps perdu.
et ça va perturber le travail. Et du coup, c'est le rendement qui va se trouver impacté négativement. Donc, c'est une mesure qui n'est pas pratique. Voilà. Ce qu'il il fallait réfléchir sur les différentes options, sur les différentes possibilités si on décide de ne pas offrir. Parce que la question, c'est quoi? C'est quel problème on cherche à résoudre. Le problème qu'on cherche à résoudre, c'est le problème du double emploi. Oui. C'est ça qu'on cherche à résoudre. Et ça peut se résoudre soit en supprimant donc la restauration, mais on peut aussi supprimer le montant qui est affecté à la restauration. Donc il y a cette option également. Visiblement, ça n'a pas été étudié. Voilà. Et c'est sûr que ça serait vu comme une façon de réduire les indemnités d'émission. C'est pas évident que ça passerait. Si on décidait de supprimer la partie réservée à la restauration ou au déjeuner spécifiquement, parce que c'est déjà servi, est-ce que ça passerait? On est sûr que ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer parce que c'est des questions pratiques. En fait, ce qui nous met beaucoup à l'aise sur ces questions-là, ce n'est pas des questions forcément où on va sortir, faire beaucoup de bruit pour faire des revendications. Vous vous rappelez qu'il y a 4 ans, en 2018, sous le ministre Dame Sori, on avait dit qu'il fallait forcément que les missions-là tiennent compte des lieux de résidence de la majeure partie des gens. On a dit c'est bien. Par exemple, souvent à Ouagadougou, vous allez voir des gens qui sont presque tous là, mais pas dans les mêmes services. On dit mission, ils vont aller à Koudougou. C'est vrai que les gens vont penser qu'ils veulent aller se partager l'argent. Mais la réalité, c'est que si vous, Kambou, M. Ouattara et moi, on n'est pas dans les mêmes services, on doit faire un travail ensemble. Tant qu'on n'est pas assis ensemble, si c'est un travail où on doit réfléchir ensemble, ça ne va pas donner quelque chose. Et si on dit qu'on doit le faire à Ouagadougou, dès qu'on est assis, moi j'ai un coup d'appel, je dis je pars au bureau et puis je reviens. Et c'est légitime parce que je suis sur place à Ouagadougou. Mais si ici à Koudougou, si on a besoin de moi, je vais dire moi, je suis en mission. Vous savez que je suis en mission. Donc s'il y a un intérim, je vais laisser l'intérim pour aller gérer la mission. Donc on se délocalise pour pouvoir se concentrer sur quelque chose. Donc lorsqu'ils ont pris la mesure, moins d'une année après, ils se sont rendus compte que ça ne tenait pas. Donc les gens étaient obligés encore de ressortir dans les autres localités pour pouvoir faire ces émissions-là pour que ça puisse donner. Comme il a dit, la question de fond qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut? On veut la rentabilité. Ici, il y a une question de double emploi, soit. Mais comment on fait pour résoudre la question, pour être dans la légalité et aussi pour ne pas perturber, bien sûr, le rendement qu'on veut? Parce qu'au final, si on s'en tient à la situation actuelle, c'est le gouvernement qui perd, ce n'est pas les travailleurs. Comme je l'ai dit, s'ils partent, ils ne vont pas se casser la tête en 4 pour pouvoir faire un travail de 3 jours en 3 jours, alors qu'ils ne peuvent pas le faire visitement. Ils vont prendre leur temps, faire les trucs de pause, aller se déplacer, revenir, ils vont le faire en 5-6 jours. Donc, au lieu de dire qu'on a pu résoudre un problème du côté du budget, on l'aura multiplié par 2. Donc, à la fin, le gouvernement aura perdu. Et encore qu'on n'est pas sûr que la qualité du travail qui sera produite là sera la même chose. J'ai rappelé ici que la plupart du temps, vous allez voir que la nuit, ceux qui restent sur place, ils vont faire des synthèses et le lendemain, dès qu'ils arrivent, on enchaîne avec ça. Mais si le soir, chacun court pour aller chercher à manger, le matin, on va venir s'asseoir, prendre 2 heures d'abord pour faire la synthèse avant de commencer à travailler. Et forcément, ça va jouer sur le rendement du travail dans la suite. Donc, on est convaincu que le maintien du déjeuner, c'est une nécessité pour ne pas que les gens soient obligés d'aller manger peut-être dans des restaurants qui ne sont pas forcément à côté des lieux où se tiennent les ateliers. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui paye? C'est ça, pour éviter la double dépense. Non, pour éviter Quelle est l'option qui s'y est? Non, l'option, c'est quoi? Et moi, je ne suis pas d'accord avec M. Kedega sur la question est-ce que les agents vont accepter. Je pense que si c'est clairement défini aux agents, ils vont comprendre. Parce que le principe de double emploi, on ne peut pas l'admettre. C'est un principe élémentaire en finance publique. Maintenant, ce qu'on sait, est-ce que ça suffit? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Donc, pour la restauration, dans la budgétisation de l'activité, les équipes vont continuer à budgétiser la restauration, et donc, y compris les frais de transport, le matériel tel que les fournitures et autres. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut relire le décret. Il faut relire le décret et désagréger la partie consacrée à la restauration. Par exemple, pour les directeurs, où c'est prévu 10 000, il faut indiquer les 10 000 là, c'est combien qui est affecté au petit déjeuner, combien est affecté au déjeuner à midi et combien est affecté au dîner. Donc si ça c'est connu, donc quand les équipes vont faire la budgétisation de l'activité, ils vont gréver la partie indemnité des frais de déjeuner. Et maintenant, dans l'autre aspect, ils vont offrir le déjeuner. Donc, ils vont faire la commande pour la restauration. Mais la partie qui est réservée au déjeuner dans les frais d'émission, on coupe ça, on ne budgétise pas ça. C'est logique, c'est juste.
Parce qu'il faut qu'on se dise que c'est l'argent du contribuable. Et nous devons être justes envers le contribuable. Surtout dans ce contexte que le Burkina vit aujourd'hui, et tout petit effort en termes d'économie, en termes de régularité, je crois que c'est à saluer. Voilà. Yacouba Kientega, est-ce que cette option est la meilleure? C'est pour, comme il est dit, respecter ce principe budgétaire qui est d'éviter forcément la double dépense. Comparaison n'est pas raison. Il faut savoir que ce sont les mêmes financiers là qui gèrent tout ce qui est dépenses budgétaires du sommet de l'État au bas de l'État. Lorsque les gens se retrouvent au Conseil des ministres, je ne pense pas qu'à la pause, ils partent boire le café ailleurs et puis revenir. Je ne pense pas qu'à midi, quand il y a une pause à prendre, ils partent manger et puis revenir. Est-ce qu'on mange au Conseil des ministres? Il y a forcément des pauses café. Au moins, non, ça s'appliquera là-bas aussi. J'ai cette information. Ouais. Donc, j'ai dit ça. Ça, c'est pas supprimé. Est-ce que la circulaire concerne ça aussi? Oui, ça veut dire... Non, on peut offrir, par exemple, si vous prenez à Ouaga, si on offre le déjeuner, si les gens se délocalisent par exemple à Ouaga 2000 pour l'activité, si on offre le déjeuner pour maintenir les gens, il n'y a pas de per diem. Il n'y a pas de per diem. Et le déjeuner, pourquoi on sait, la finalité c'est le rendement. Parce que on va maintenir les gens, on va mettre les gens dans des bonnes conditions pour pouvoir produire un travail. Mais on ne servira pas de per diem dans ce cas. Continuez. Oui, donc vous voyez que si on doit être logique dans ce sens-là, on doit supprimer tout. Au Conseil des ministres, au niveau de l'ALT, et ensuite revenir au niveau des travailleurs. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas les montants les plus significatifs. Ça, c'est un aspect important. Et si c'est le volet rentabilité, le volet qu'est-ce que l'État gagne, on voit visiblement qu'ici, l'État ne va pas gagner grand-chose. Il y a un qui a dit ici, les gens arrivent dans une ville même qu'ils ne connaissent pas. Vous leur dites d'aller chercher à manger ou d'aller faire quoi, même s'il a l'argent là. C'est pas sûr qu'il va pouvoir avoir à manger. Ça, c'est une autre question. Ça veut dire que même si on décide d'augmenter, on dit oui, tu vas prendre 5 000 francs pour ton déjeuner. Mais s'il n'y a pas le déjeuner sur place, le fait même qu'il va courir dans la ville pour trouver à manger là, c'est autre chose. S'il ne connaît pas la ville, il y en a qui l'ont relevé aussi. L'avantage ici, tout le monde reste sur place et on se rassoit rapidement et puis on enchaîne. La pause café en 5-10 minutes, on a réglé ça. Oui, mais la question qui se pose ici, c'est qui paye le déjeuner, étant donné que dans les indemnités de mission que vous recevez, c'est prévu. Qui paye? C'est l'État qui paye. Parce que pour moi aujourd'hui, rien ne veut dire. C'est ce qui est contraire au principe budgétaire. Oui, c'est le contribuable qui paye. C'est pas l'État qui paye. Cette contrariété-là, c'est ça que je dis, il faut voir. Puisque déjà, j'ai dit le dîner là, comment on appelle ça? C'est le participant qui prend son dîner en charge. Peut-être que dans la budgétisation en 2012, ils n'ont pas été suffisamment pointus pour dire, dans les frais d'émission qu'on vous alloue, c'est pour l'hébergement et pour le dîner. S'ils avaient dit ça, on ne parlerait pas de double emploi. Parce que la pause là, c'est uniquement pour les pauses café et les pauses déjeuner. Le soir, chacun est laissé à lui-même. Donc si on dit clairement que les frais de restauration qui sont mis dedans, c'est pour les dîners, ça veut dire qu'en ce moment, il faut trouver dans les frais d'organisation là, des frais de restauration pour l'activité. Et je pense que ça sera plus conforme que de dire qu'il faut enlever la pause café et les pauses déjeuner pour être conforme au décret. Comme j'ai dit, 2012, dans un pays sérieux, 12 ans après, on doit chercher à voir est-ce que ce test-là, il est toujours à l'ordre du jour. Et si on regarde de 2012 à aujourd'hui, c'est trop long même. Regardons à côté ici. Qu'est-ce qui n'a pas augmenté dans ce pays-là? Donc si on prend toute cette augmentation continue du coût de la vie, on prend toujours les mêmes indemnités qu'on avait en 2012, qui ne sont plus conformes à la réalité du terrain. Et on veut pouvoir réduire le train de vie à ce niveau-là. Je pense que c'est une fausse analyse. On va aboutir à de faux résultats. Donc c'est le décret qu'il faut modifier selon vous plutôt. Non, il faut clarifier le décret. Parce que tel qu'il le dit, aujourd'hui, personne ne peut dire que ce qui est indiqué frais de restauration, si c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ou c'est juste le dîner. Parce que le texte n'est pas spécifique là-dessus. Oui. Le texte est muet. Il faudra que le texte parle de restauration. De restauration, voilà. Peut-être qu'au départ, l'esprit était effectivement qu'on offre la restauration à midi, mais les frais de restauration, peut-être que c'est juste le dîner. Mais le texte n'est pas clair. C'est pour ça il faut que le gouvernement spécifie le texte en le réalisant pour permettre justement... Mais dans tous les cas, l'option, il faut offrir la restauration. C'est pas à l'agent sur place. C'est pas à l'agent de se déplacer pour aller chercher à manger. Donc, on doit offrir la restauration et s'il faut imputer ça des frais de mission, on impute ça parce que la finalité, c'est le rendement. Ce qu'il faut rappeler également, par rapport aux frais de mission,
on est aussi dans... moi, je salue la contribution parce qu'il y a des missions où les gens vont travailler vraiment de nuit pour pouvoir produire des résultats. Mais on est aussi dans une sorte d'hypocrisie collective où les missions, les frais de mission sont perçus comme une forme de rémunération. Ce n'est pas une rémunération, ce n'est pas une situation pour améliorer des conditions de vie, c'est un moyen de compensation des charges liées au fait que l'argent n'est pas chez lui pour mener l'activité. Malheureusement, on a des esprits aujourd'hui qui pensent que lorsqu'ils organisent les missions, il y a un autre esprit derrière, et on va en parler. Le travail même n'est pas fait. Parce que ça aussi, c'est un service élémentaire, c'est un principe élémentaire des finances publiques, c'est le service fait. Si vous avez prévu 5 jours, donc si vous n'avez pas fait 5 jours, on ne doit pas vous servir 5 jours. Voilà, ça c'est aussi un principe de finances publiques. Si vous n'avez pas fait le service, on ne vous sert pas ce qui est prévu. Oui. Alors qu'il y a des ateliers, normalement, sur papier, c'est 5 jours. Exactement. Donc, les gens s'arrangent à faire cela en 3-2 jours, mais ils perçoivent les indemnités de 5 jours. Voilà. Même si vous avez passé la nuit à travailler, même si vous avez passé la nuit à travailler pour finir le travail, vous devez permettre à l'État d'économiser plutôt que de vous servir. Non, c'est un principe, parce que l'argent là est affecté à quelque chose. L'argent là est affecté à l'hébergement, l'argent est affecté à la restauration. Si vous avez passé la nuit pour travailler, pour finir tôt le travail, puisque vous ne vous êtes pas logé donc les jours où vous étiez absent, vous êtes venu à la maison, donc la restauration ne s'impose pas, c'est un détournement de ressources publiques. Voilà, techniquement c'est un détournement de ressources publiques. C'est une tare qu'il faut corriger aussi. Oui, mais qu'il faut corriger, ça encore c'est l'État qui est responsable. Ce que nous on dit, on ne défend pas ce qui est mauvais dans ces pratiques-là. Personnellement, je ne vais pas me jeter dans la question parce que je n'ai pas d'éléments. S'il faut en termes d'études, on apprend qu'il y a des gens qui le font. Je ne suis pas spécialiste des missions, je n'en ai pas fait beaucoup. On apprend qu'il y a des gens qui le font. Mais comme on l'a dit, ça c'est à l'État de prendre ses responsabilités. De la même manière que la SE a pu faire un travail pour dire qu'ils ont constaté qu'il y a pratiquement double dépense sur ces questions-là. Si vous voulez, on fait un travail pour voir est-ce qu'effectivement les missions là sont gérées correctement et convenablement. Si ce n'est pas le cas, on sait quelles sont les procédures qu'il faut engager pour interpeller les gens, pour les mettre au pas sur le bon sens du travail. Maintenant, ce n'est pas parce que d'autres font mal qu'il faut dire oui, bon, effectivement, quand on donne les frais de mission, en réalité, ça ne compense pas. Il y a des gens qui arrivent à économiser là-dessus. Il y a des gens qui partent travailler 2 ou 3 jours. Non, ça, ce n'est pas ce qu'il faut défendre. Ce qu'il faut défendre, c'est que si on dit qu'il y a une mission de 3 jours, on s'attend à ce qu'au bout de 3 jours, en principe, la mission doit finir. Les gens ont pu faire le travail sans grand couac et ils ont ramené les résultats de l'atelier. Si c'est bien fait comme ça, il n'y a pas de souci pour nous. Au-delà de ça, il y a cet esprit qu'il a évoqué aussi, le fait que généralement ceux qui vont en mission pensent qu'il faut économiser de l'argent pour revenir. Ils perçoivent cela comme une façon de se faire des revenus, au lieu de mettre en tête que ce qu'on donne, c'est juste pour prendre en charge les dépenses créées par la mission. C'est ce qui fait que souvent, on a tendance à multiplier des missions inutiles aussi. C'est ce que j'ai dit en réalité. Ça, c'est parce qu'on est dans un pays vraiment misérable que des gens vont penser que des frais de mission peuvent pouvoir compenser les revenus. Des frais de mission, au grand jamais, ne pourront venir vous permettre en tout cas de compenser suffisamment vos revenus. Et comme je l'ai dit, pour quelqu'un qui enchaîne 3 à 4 missions dans le mois, s'il a participé correctement, sur sa santé, il doit sentir quelque chose. Rien que prendre la voie, partir, aller bosser la nuit, réfléchir. Et souvent, quand vous êtes en mission, vous n'avez pas coupé tout le pont avec votre service de base. Vous allez avoir des dossiers que vous gérez généralement la nuit pour pouvoir ne pas revenir trouver le service au point zéro où vous l'avez laissé. Donc, forcément, vous vous esquintez, côté santé déjà. Donc, si quelqu'un pense que, bon, aller dans ces missions-là, il va pouvoir faire des économies, pour lui, c'est du pain béni, en réalité, il est en train de se tromper. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut vraiment insister sur le fait que l'État, en faisant ces missions-là, cherche des résultats, et ces résultats-là doivent être atteints dans les bonnes conditions. Si on remarque qu'il y a des abus, de la même manière qu'il y a des structures qui arrivent à faire le contrôle, des audits pour pouvoir démasquer ces situations-là, on peut les engager pour voir. Mais aujourd'hui, est-ce que c'était véritablement l'urgence? On voit déjà que le décret, la solution aujourd'hui, si on avait fait une bonne analyse, c'est de dire on va relire le décret. Mais au lieu de ça, on prend une circulaire pour demander le respect d'un décret, sans se demander pourquoi depuis 10 ans, le décret n'a pas été mis en œuvre. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres priorités. Si c'est des milliards on veut, les milliards là sont là, ça circule. Les organes de presse en parlent tous les jours. Même les organes, comme on l'a dit, l'ASE, la Cour des comptes, l'IGF, le RENLAC, on en parle tous les jours. L'argent qui est dans l'or qui se promène là. L'affaire de Perquois, tout de suite, on a vu. Qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, l'État sort 0. Et aujourd'hui, ce n'est pas que l'État. Parce que ces 2 jours, on a appris que la mine a décidé de plier bagage.
qui est perdant? Ça veut dire que tous les travailleurs vont être mis au garage, à la porte. Mais est-ce que dans un pays sérieux, c'est possible que vous venez exploiter l'or, on vous épingle pour des situations où des gens ont perdu la vie, on se rend compte que vous n'avez pas respecté les cahiers des charges, on vous envoie faire un procès. Le procès aboutit qu'on va vous condamner juste pour un truc à sursis. Et le lendemain, vous sortez, vous dites que vous pliez bagage. Voilà, et la conséquence, c'est que des gens vont se retrouver au chômage. Ce n'est pas possible dans un pays sérieux. Voilà pourquoi je dis il faut aller attaquer les problèmes sérieux, au lieu de venir ici nous chatouiller et laisser les problèmes sérieux, en tout cas, en sommeil. C'est pas juste. C'est pas juste. Alors, Youssou Ouattara, est-ce que cette circulaire du Premier ministre n'aura pas aussi pour effet de décourager les missions que l'on délocalise souvent, alors qu'on aurait pu les organiser sur place? Oui, moi je pense que la mesure aurait gagné à prendre en compte le contexte actuel. Ça veut dire qu'au fond, il faut rendre moins attractif plutôt les missions hors des zones d'activité. Voilà, les zones classiques d'activité. Il faut rendre moins attractif parce que vous voyez certaines missions, c'est vraiment fantaisiste. Parce que pour un travail qu'on peut finir au bureau même en 2 ou 3 heures, je suis praticien, je suis un acteur de l'administration, je sais ce dont je parle. Donc souvent il y a des missions qui sont fantaisistes et qui créent des charges pour le contribuable. Je pense que la mesure peut viser à rendre moins attractives ces missions-là. Et comme je l'ai dit, il faut se mettre dans le contexte actuel. Nous sommes dans une situation où le déplacement même est risqué. Dans toutes les localités aujourd'hui, se déplacer est déjà risqué. Donc, il faut habituer les agents à travailler sur place. Et au sortir du Covid, on a vu que les technologies peuvent être mises à contribution pour faire du travail. D'ailleurs, beaucoup, ceux qui travaillent à l'international, avec des partenaires internationaux le savent, beaucoup de travail se fait en ligne. Donc, il faut qu'on aille effectivement vers ces nouvelles méthodes de travail qui vont permettre effectivement de résoudre le problème des trains de vie de l'État et de décharger donc l'État de toutes ces dépenses. Mais aussi, faut-il que les dirigeants aient cette vision et donc investissent conséquemment. Parce que si les agents sont obligés d'utiliser leur propre méga pour pouvoir faire de la connexion ou envoyer des textes ou tenir des réunions, ça aussi, ça grève le revenu des agents. Donc, il faut que l'État investisse dans les outils, que l'État investisse dans la technologie et maintenant appeler les agents à se conformer. Comme je le dis, avec la situation sécuritaire, je pense qu'on doit apprendre à voyager moins. Je pense que c'est bien même pour notre sécurité. Est-ce que la CGTB s'inscrit dans cette logique également? Bon, je n'ai pas bien compris le développement pour dire qu'il faut rendre ça moins attractif. Pour moi déjà, il peut revenir sur l'explication. Hein. Non, l'idée c'est qu'il y a un très grand engouement pour les missions. Il y a des missions fictives. Ça veut dire pour un travail d'une journée, vous allez voir l'agenda porte sur 3 ou 4 jours. Et ça, on sait le dessin qui est derrière. Et dans les ministères, vous avez tout un combat, toute une dynamique autour des missions. Ça, c'est une réalité également. Donc, il faut faire en sorte que quand il y a une mission, que ce soit vraiment important, que ce soit vraiment indispensable que les gens sortent, et non vraiment des missions fantaisistes, je veux dire. Parce que c'est vu comme des opportunités pour se faire des revenus. Exactement. C'est ce qu'il faut décourager. Je n'ai pas la chance vraiment d'être dans un domaine où il y a beaucoup de missions particulièrement. J'ai presque 10 ans de carrière, je suis aux impôts, je n'ai jamais fait de mission au compte de l'État, jamais. Donc quand on me parle de beaucoup de gens qui sont dans les missions, bon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que les gens gagnent. C'est vrai qu'on apprend qu'il y a des gens qui... Mais pour moi, c'est toujours dans les suppositions. Et je dis que s'il y a des éléments dans ce sens, il revient à l'État d'engager bien sûr des études, d'engager des audits de contrôle pour pouvoir réglementer ça. Et comment faire pour pouvoir, je ne dirais pas rendre moins attractif, mais pouvoir réduire encore les trains de vie, comme il a dit là. Ce n'est vraiment pas sur les questions des trucs. Aujourd'hui, il a dit que pour le contexte sécuritaire, là, on peut essayer d'explorer les domaines comme le travail en ligne. C'est déjà bien, mais au-delà des mégas, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs. Je dirais plus de la moitié qui travaillent à les moyens personnels, les machines. Les ordinateurs, c'est dans leurs revenus qu'ils enlèvent pour payer. Bon, si moi je paie mon ordinateur, déjà je travaille pour l'État, et on vient me dire que oui, il faut te débrouiller parce que vous devez faire une visioconférence, bon, vous voyez que ça n'encourage même pas. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a des trucs qu'on peut gérer par visioconférence. Mais quand je vois souvent les vraies missions, en tout cas où je sais que je suis impliqué, peut-être indirectement, c'est qu'il y a nécessité d'aller se retrouver. Parce que si vous restez ici à dire que vous allez les gérer en visioconférence, ça ne va pas aboutir.
Ça n'a pas abouti parce que quelqu'un, à un moment donné, va dire qu'il a une urgence, il a assis sur son bureau en train de travailler. Or, lorsqu'on le délocalise, il ne peut pas courir dire qu'il lui, il a une urgence au bureau, tu es à 100 km de Ouagadougou. Tu vas gérer ce que tu allais faire là-bas, tu vas finir et puis revenir trouver tes urgences ici. Donc, c'est ça qui est vraiment l'aspect qu'il faut voir ici. Et aujourd'hui, dire qu'encore il faut réduire ça, le contexte sécuritaire, c'est vrai. Mais est-ce que nous devons avoir peur et puis se renfrogner sur nous? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez certaines villes, je ne dirais pas une activité touristique, mais il y a des secteurs aujourd'hui là qui dépendent beaucoup de ces missions. Vous prenez le secteur de l'hôtellerie et même de la restauration, ça dépend beaucoup de ça. Oui. Si par peur de cette situation sécuritaire, on se cantonne à Ouagadougou ici, bon, visiblement il y a beaucoup de secteurs qui vont sombrer. Alors, vous m'étendez la perche pour le dernier point de cette émission. C'est vrai, on entend aussi depuis la prise de cette mesure, les services traiteurs, par exemple, pourraient aussi en pâtir parce que si les déjeuners sont supprimés lors des ateliers, voilà, ça peut rendre difficile leur activité. Ouais. C'est pour ça que je dis que la mesure prise par le Premier ministre n'a pas été suffisamment réfléchie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a bu sa bière et subitement il a eu une illumination et qui a pris la décision. Parce que il faut penser effectivement à l'économie locale. Et si on pense à l'économie locale, c'est pour ça moi je pense que la restauration ne doit pas être supprimée. Parce que non seulement pour l'économie locale, mais pour le rendement même, on ne doit pas supprimer la restauration. Et si donc on désagrège les montants affectés à la restauration et on supprime la partie réservée, affectée donc au déjeuner, donc on va continuer à offrir la restauration aux agents. Et en ce moment, ça n'affecte pas l'économie locale. Voilà. Et pourquoi je dis encore que la mesure n'est pas holistique, il fallait regarder de manière large tous les segments où il y a double emploi. Vous savez, il y a un autre décret 2012-632 et qui prévoit, comment on appelle ça, les frais de rétribution. Ça veut dire des agents, on confie à des agents un travail de réflexion sur une loi, sur un projet de loi, un projet de décret, et ils sont rétribués à hauteur de 15 000 ou 20 000 par jour, au maximum 21 jours. Il y a un double emploi parce que vous êtes rétribué à 15 000, 20 000, vous avez les frais d'émission et vous avez votre salaire pour le même temps. Vous ne pouvez pas être rétribué alors que vous avez déjà un salaire. C'est où vous gagnez le temps. Normalement, à la fin du mois, l'agent doit choisir. S'il va prendre la rétribution, on doit couper ça, l'équivalent de son salaire, au prorata du nombre de jours qu'il a consacré à l'activité. Le contribuable paie son salaire. Si on lui confie le travail, il a l'obligation, et ça c'est la loi 081 et toutes les autres lois précédentes, notamment la loi 013 qui le disent, l'agent doit consacrer tous ses efforts, toute son énergie au service public. Donc, il n'y a pas raison de dire que pour telle activité spécifique-là, il faut payer à part. Ouais. Donc, on a un triple emploi ici même pour ces cas. Et c'est pour ça que je pense qu'il aurait fallu qu'on révisite les textes pour voir les segments où il y a double dépense, double emploi, pas seulement pour les agents, ceux qui sont en bas, mais pour tout le monde. Voilà, à tous les niveaux. Et parce qu'en la matière, il n'y a pas forcément un privilège, c'est le respect de la règle en matière de finances publiques qu'on doit observer. Et c'est ça qui va permettre donc d'imprimer une dynamique en matière de bonne gestion et éventuellement de réduction des trains de vie de l'État. Voilà. Donc, au-delà, selon Youssouf Ouattara, au-delà des déjeuners, il faut supprimer aussi ces rétributions dont il parle. Bon, je ne sais pas, parce que tout ce que j'ai dit, ça veut dire qu'il faut voir quel est l'esprit qui est derrière ça. Si l'esprit, effectivement, c'est de dire que la rétribution doit compenser son salaire du mois, on dirait qu'il y a double emploi. Mais si l'esprit, c'est pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de double emploi. Est-ce que l'esprit peut être autre chose? Parce qu'il a dit aussi que l'agent doit consacrer tout son temps à l'exécution, voilà, j'allais dire, à l'exécution de ses tâches au profit de l'État, de l'administration publique qui l'emploie. L'esprit, je ne sais pas s'il peut être autre chose, mais je pense que pour moi, les rétributions ne doivent pas être considérées comme une compensation du salaire. Parce que pour moi, la rétribution ici, c'est quoi? C'est comme si on vous a pris pour un travail de consultation. C'est vrai que vous êtes un fonctionnaire, mais en réalité, vous devez aller faire quelque chose de particulier pour une situation bien précise. Et la rétribution doit pouvoir venir compenser ça. Mais dire que comme vous avez déjà votre salaire, si vous devez aller gérer ça, de la même manière comme on entend de discuter sur la question des pauses déjeuner, si on le fait sur une chose, il n'y aura plus de documents qui vont sortir dans ce sens. Ça, c'est évident. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que vous avez votre temps. C'est 40 heures de travail par jour.
Bon, c'est vrai qu'avant, il y a les heures supplémentaires qui étaient prévues, c'est 40 heures de travail. Ces 40 heures-là équivalent à votre salaire. Maintenant, vous utilisez ce temps-là pour aller faire autre chose et vous voulez qu'on vous rémunère et vous voulez prendre tout l'argent qui est consacré à votre temps de travail. C'est pas possible. Alors que vous n'êtes pas l'emploi au poste initial. Exactement. Vous laissez votre travail initial pour aller faire autre chose et vous voulez qu'on vous paie donc pour les 40 heures par semaine et vous voulez encore qu'on vous donne une autre rémunération pour l'activité spécifique. Je voudrais rappeler que cette fonction publique, il faut surtout que les jeunes d'aujourd'hui, les fonctionnaires d'aujourd'hui se disent qu'il y a des gens qui ont bâti cette fonction publique avec du sacrifice, avec le sens de l'engagement, avec le sens du service public, avec un sens patriotique. Parce que les textes que vous voulez élaborer aujourd'hui, vous voulez une rétribution. Les textes, ils vous ont permis d'être recrutés, de travailler. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça avant. Ils n'ont pas demandé une rétribution. Parce que c'est la mission publique. Maintenant, votre tour, vous dites non, il faut une rétribution. Je pense que c'est en fait le sens du service public qui manque simplement. Voilà, pour moi, c'est le service public. Maintenant, est-ce que le débat ne pourrait pas se poser si le travail que l'on vous demande, et qui n'est pas votre travail initial, n'est pas un travail qui est lié aux compétences pour lesquelles vous êtes recruté, par exemple? Je prends quelqu'un qui a été recruté en tant que administrateur civil, et à côté, il a des compétences en informatique qu'on veut utiliser pour un travail donné. Est-ce que pour cela, il n'y a pas lieu qu'on le paye doublement? C'est pour ça, parce que si vous êtes administrateur civil et vous êtes informaticien, et vous avez fait de l'informatique, on vous appelle maintenant pour une mission d'informatique, ça veut dire que votre travail d'administrateur civil, il est en veille. Voilà, il est en veille et on ne peut pas vous payer pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Oui. Voilà, cela ne valorise pas l'acquisition de nouvelles compétences chez les agents. Ça valorise. Moi, je pense que l'argent public, il est au service de l'administration publique. Et quand on dit la fonction publique, aujourd'hui, on a beaucoup de corporatisme. Sinon, la fonction publique, c'est de manière globale, c'est la mission publique. Sauf quand la mission est contraire aux principes de déontologie et d'éthique et de légalité que l'argent peut refuser. Voilà. Sinon, on vous décharge de votre travail classique, on vous dit, vous pouvez aller faire ceci. Moi, je ne pense pas qu'on doit vous payer doublement. En tout cas, la question est posée parce que c'est un double emploi, mais on peut trouver une formule. Il faut trouver une formule peut-être qui permet à l'agent d'apporter sa contribution, mais sans imposer aux contribuables une double dépense pour le même agent. Réaction sur ce dernier point avant qu'on termine. D'accord, deux observations. La première, c'est que pour moi, si, comme il a dit, si ça doit être mis en œuvre, ce ne sont pas les agents, je vais dire les agents de petites catégories qui vont se plaindre. Parce que si vous partez dire à ceux qui sont à l'Assemblée qu'ils ont leur salaire à la fin du mois, ils ne doivent plus toucher les indemnités de session, ils ne vont pas vous écouter. Si vous dites ça aussi au niveau du gouvernement, parce qu'ils ont des indemnités à chaque conseil des ministres, ils ne vont pas vous écouter. Donc, logiquement, si tu as ton salaire, tu ne dois pas avoir ça. Alors que c'est eux qui en bénéficient plus. Je pense qu'eux, même sans ces indemnités-là, ils doivent pouvoir tenir. Mais s'ils ne tiennent pas et qu'ils prennent ces indemnités, et que vous partez dire à celui qui a un salaire de 200 000 ou que pour cette activité, on avait une rétribution de 15 000, il ne doit pas toucher parce qu'il doit être conforme. Le vrai débat qui est posé ici, est-ce que les salaires qui sont servis permettent même aux gens de faire face à la réalité? Ça, c'est une question de fond. Il y a longtemps, on est en train de se battre pour avoir ne serait-ce que 1% d'augmentation de salaire. On ne gagne pas. Et sur cette période, comme je l'ai dit, lorsque vous prenez le coût de la vie, dans tous les sens, ça a explosé. Donc, visiblement, les salaires ne suffisent pas. Donc, le contexte même ne s'y est pas pour ça. Maintenant, s'il y a une autorité qui veut vraiment faire un travail d'assainissement, de réduction du train de vie de l'État, c'est de voir comment on augmente les salaires de façon harmonisée et généralisée, et comment on essaie de travailler à supprimer tout ce qui est fonds qui est servi à côté, qu'on peut juger être des fonds qui vont être de la double dépense. Mais tant que les salaires vont être à ce niveau, je vous assure que si on dit qu'on supprime ça, c'est que le rendement au niveau de l'État, il va chuter. Et au niveau supérieur, ça va être encore pire. Ça, au moins, c'est une évidence. C'est le débat. Non, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord que les agents doivent être dans les meilleures conditions pour pouvoir consacrer leur travail à la mission publique et justement éviter la création de petites situations pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, je pense que ça, c'est une question effectivement qu'il faut poser, mais aussi en tenant compte des moyens de l'État et en tenant aussi compte de la situation qu'on a aujourd'hui, qui est l'explosion
de la masse salariale et des ressources qui sont consacrées à la gestion à la prise en charge du personnel. Mais ça, c'est un débat très vaste. Et quand on pose ce débat de l'explosion de la masse salariale, les travailleurs, les syndicats disent toujours que ce ne sont pas les salaires des petits fonctionnaires qui explosent la masse salariale, c'est plutôt peut-être les salaires des ministres, des députés, des présidents d'institutions. Non, la question, en fait, il faut augmenter le revenu. Il faut que lorsque les détournements, les sources de déperdition de ressources, il faut optimiser en réalité la mobilisation de revenus. Je pense que c'est ça qui va nous permettre d'avoir toutes les marges nécessaires pour être dans les meilleures conditions pour faire le travail. Je pense que c'est essentiellement ça la solution. On termine avec vous. Sur ce dernier point, il parle d'explosion de la masse salariale parce que vous avez parlé d'augmentation des salaires. Donc, comme il a dit, cette question d'explosion-là, c'est un autre gros débat. Et pour nous, je pense qu'il a été très mal posé par le gouvernement. Je suis d'avis avec lui, parce que pour résoudre ce problème-là, il ne faut pas jouer sur les numérateurs, mais sur les dénominateurs. Comment on fait pour accroître les ressources? Je pense qu'à ce moment, le numérateur va devenir très petit. On ne va plus dire que la masse salariale est très élevée. Si nous sommes dans les mathématiques là. Merci à vous, merci Yacouba Kientega pour votre disponibilité à prendre part à ce débat. Je rappelle que vous êtes le trésorier général confédéral de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina. Merci à Youssouf Ouattara, directeur exécutif du CIFOWeb, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Merci pour votre constante disponibilité à répondre à nos invitations. Merci. Et merci enfin à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour son assistance. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7 jours dans la savane.